aide Monsieur Asselineau, précisément, vous qui êtes attaché à la souveraineté des États, vous dites la France doit sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, par exemple. La France fait bien ce qu'elle veut si elle veut faire ça. Et si son chef d'État la pousse à faire ça, elle fait ce qu'elle veut. Si l'Ukraine, elle veut y rentrer, elle aussi, elle fait bien ce qu'elle veut. L'Ukraine est un pays souverain. Si elle veut rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est sa souveraineté que de pousser cette candidature. Oui, je comprends bien. C'est une présentation séduisante pour les gens qui ne connaissent pas bien la géopolitique. Mais en 1962, Cuba était un pays souverain et indépendant. Et lorsqu'il a accueilli les missiles soviétiques de Khrouchtchev, qu'est-ce qu'a dit le président Kennedy? Il a dit, si vous ne les retirez pas, c'est la guerre mondiale et c'est la guerre nucléaire. Pour vous, l'Ukraine n'est pas souveraine aujourd'hui? L'Ukraine, c'est comme, vous savez, il y a ce beau proverbe cubain qui dit, si loin de Dieu, si près des États-Unis. L'Ukraine, elle se trouve qu'elle est frontalière avec la Russie. Et madame a rappelé qu'il y a une histoire très longue entre l'Ukraine. Mais si elle n'en veut plus aujourd'hui, si elle veut se tourner vers l'Europe, c'est son droit. Est-ce que vous voulez entrer dans une guerre nucléaire avec la Russie? C'est là la question. Je vous parle pas de ça, je vous parle de la souveraineté d'un État. Il y a quelque chose. C'est un État souverain. C'est pas à la France de dire ce que l'Ukraine doit faire. J'ai participé à des débats. On ne m'a jamais répondu à l'affaire de 1962. Pourquoi les États-Unis en 1962 ont-ils exigé, sous peine de guerre nucléaire... En l'occurrence, il n'y a pas de missiles et encore moins des missiles nucléaires sur le sol ukrainien, américain. Oui, mais parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de s'y installer. Écoutez, qu'est-ce qu'on dirait si, imaginez que demain, le président mexicain, qui est un président de gauche, accepte que les Russes mettent des bases militaires le long du Rio Grande, à 100 km de la frontière de l'Arizona ou du Texas. Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut? Je reviens à ma question. Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut? Non, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, malheureusement, c'est comme ça. De même que le Mexique ne peut pas faire ce qu'elle veut. Que la France ne peut pas faire ce qu'elle veut, parce qu'il y a des réalités géopolitiques dans le monde. Et si on continue comme ça, on va dans une situation qui ne cesse de s'aggraver, qui va d'ailleurs toucher les Français prochainement, puisque vous avez vu l'envolée du prix du blé, du pétrole, du gaz, des métaux, etc., des engrais. On risque d'avoir un effondrement de l'économie du monde occidental et une flambée des matières premières, et notamment pour les plus modestes d'entre les Français, une flambée du prix du pain, des pâtes, etc. Alors, Kiev continue d'attaquer les installations énergétiques russes, même après les déclarations de Zelensky affirmant soutenir l'initiative de paix de Poutine et de Trump. On dit très souvent que l'homme, c'est sa parole, mais comment faire confiance à une personne qui ne respecte pas ses engagements? Comment négocier avec une partie qui ne tient pas sa parole? Je pense qu'il y a deux questions. C'est une personne qui ne respecte pas ses engagements, ou est-ce que cette personne peut respecter ses engagements? Et en fait, je pense qu'en acceptant le deal, pour reprendre le terme de Trump, sur le cessez-le-feu, sur les attaques contre les systèmes énergétiques, en fait, Vladimir Poutine a montré que lui peut arrêter tout de suite les bombardements, puisque d'ailleurs il y avait 6 ou 7 drones, missiles qui partaient vers les systèmes énergétiques ukrainiens, qui ont été immédiatement abattus par la DCA russe. Et d'un autre côté, on voit que Vladimir Zelensky, lui, même lorsqu'il dit qu'il est d'accord, il est incapable de le faire appliquer. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, est-ce que Donald Trump peut faire appliquer par son proxy ukrainien, Zelensky, les décisions qu'il a prises avec Vladimir Poutine? Si Zelensky refuse de le faire, dans ce cas, c'est Donald Trump qui est mis en difficulté. Et l'autre question, surtout qui à mon avis est la principale, c'est est-ce que Zelensky a les moyens d'imposer à son état-major, aux différents groupuscules d'unités de représailles qui composent son armée, ce qui est négocié avec Washington. Et donc aujourd'hui, c'est la Russie qui est en position de force, puisque Vladimir Poutine a montré que, ok, on est parti sur 30 jours de cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, et je pense que Vladimir Poutine va l'appliquer, et on va voir que pendant 30 jours, Zelensky est incapable de le faire appliquer à son armée. Et la question, c'est est-ce que Donald Trump va pouvoir imposer à Zelensky de faire appliquer ce qu'il a négocié avec Vladimir Poutine, ou alors il sera mis en difficulté, évidemment, vis-à-vis de Vladimir Poutine. Justement, est-ce que Trump a des moyens de pression? Quasiment aucun, puisque en fait Trump ne peut pas faire plus que ce qu'a fait Joe Biden pendant 3 ans. Donc là, du point de vue des livraisons d'armes, ce qu'on sait, c'est que les armes qui ont été promises et déjà payées par Joe Biden sont livrées. Le renseignement militaire américain fonctionne. Donald Trump a utilisé ça pendant quelques jours comme moyen de pression pour tordre le bras de Zelensky. Mais globalement, même si Donald Trump, et je ne pense qu'il ne le fera pas, décidait de prolonger l'aide américaine à l'Ukraine, ça ne changerait pas le fait que Kiev
a déjà perdu la guerre et que la Russie l'a gagnée. Donc tout ça ne changera pas. En revanche, ce qui est important aujourd'hui, à mon avis, pour Trump, c'est que la défaite de Kiev et de ses alliés européens ne doit pas être celle de Donald Trump. Elle peut être celle de Joe Biden, mais elle ne doit pas être celle de Donald Trump. Et c'est pour ça que Donald Trump doit rapidement se désengager du conflit ukrainien. Alors, à votre avis, quels résultats devons-nous attendre des négociations russo-américaines d'aujourd'hui? Je pense qu'un cessez-le-feu sur la mer Noire peut être tout à fait réaliste. On fait référence à ce qui avait été obtenu, évidemment, en 2022. Vous en avez parlé juste avant que nous prenions la parole. Donc ça, c'est tout à fait réaliste. De toute manière, pour la Russie, aujourd'hui, c'est pas très engageant, pour parler honnêtement, puisque pourquoi est-ce que la Russie s'était retirée de cet accord à l'été 2022? Eh bien parce qu'il n'était pas respecté par l'Ukraine. L'Ukraine utilisait le mouvement des bateaux pour envoyer des drones marins attaquer les ports russes en Crimée, mais aujourd'hui il n'y a plus de flotte militaire russe en Crimée, tout est à Novorossiysk, et de toute manière aujourd'hui l'Ukraine a trouvé d'autres canaux pour envoyer, recevoir l'aide militaire. Que ce soit des navires qui font du cabotage le long des côtes turques, ensuite bulgares et roumaines, soit en passant par le Danube, enfin bref. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, pour la Russie, accepter cet accord, ce serait un joli coup diplomatique. C'est un cadeau fait à Trump, parce que Trump pourra dire, vous avez vu, j'ai obtenu de nouveau un accord céréalier sur la mer Noire. Et ça, on voit très bien que la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, comme l'a dit Witkoff, d'ailleurs, personnellement, est très bonne. Donc ce sera un cadeau de Poutine à Trump, qui n'aurait pas d'influence réelle sur le déroulement des combats et qui serait une étape vers finalement, à mon avis, pas la résolution du conflit, mais le retrait américain de ce conflit. Alors, Xavier Moreau, comme nous le savons, les délégations russes et ukrainiennes n'ont pas eu d'entretien direct. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel format dans le contexte actuel? Alors, les avantages sont tous pour la Russie, les désavantages et les inconvénients tous pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce que déjà, on parle de l'Ukraine sans l'Ukraine. Si vous vous souvenez, au début du conflit, l'idée c'était que personne ne devait parler de l'Ukraine sans l'Ukraine. Or, aujourd'hui, le sort de l'Ukraine est réglé entre Moscou et Washington. Et donc, Washington récupère les exigences de Moscou et les transmet à Kiev, et qui doit trouver un moyen de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Mais si jamais il les applique, c'est la victoire de Moscou. Si jamais il ne les applique pas, c'est le retrait de Washington. Et dans tous les cas, c'est une défaite pour l'Ukraine. Et dans tous les cas, on parle de l'Ukraine sans l'Ukraine, ce qui était la ligne rouge pour les Occidentaux jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Donc le grand perdant, évidemment, c'est Vladimir Zelensky, c'est le régime kievien. Justement, j'allais également dire, on parle de l'Ukraine sans les Occidentaux. Oui, tout à fait. Alors non, on parle de l'Ukraine avec Washington. Washington, c'est l'Occident. En revanche, ce qui est plus grave... Non, mais vous avez raison de souligner, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on parle de l'Ukraine sans l'Ukraine et sans les Européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se décide entre Moscou et Washington, entre les deux grands. On va voir un sommet entre les deux grands qui rappelle, en ce moment, on entend beaucoup l'analogie avec Yalta, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le sort de l'Ukraine ne sera pas réglé ni par Kiev, ni par les pays européens. Et ça, évidemment, c'est le passage dans un nouveau monde. Une pilule qui ne passe peut-être pas de leur côté. Évidemment que pour notamment ceux qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est Starmer en Angleterre, c'est Emmanuel Macron en France, c'est maintenant le futur chancelier Friedrich Merz. Pour eux, finalement, c'est eux qui vont encaisser la défaite, parce que et en plus, à un moment où ils devraient au contraire se désengager et finalement rejeter la défaite de Kiev à Washington, puisque quoi qu'il arrive, c'est Washington qui a commencé la guerre. Finalement, ils vont prendre cette défaite sur eux, avec toutes les conséquences que ça peut avoir politiquement. Merci à vous, Xavier Moreau, pour vos précisions. Merci à vous.